Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, un nouveau Premier ministre nommé en Guinée-Bissau où la vie reprend doucement alors que l'armée contrôle désormais l'État. 2 jours après le coup de force, l'ancien président Embalo Sissoko, lui, est arrivé à Dakar et est accusé par son rival d'avoir orchestré le putsch. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko dénonce une combine et demande la libération des opposants arrêtés. Reportage à suivre. 40 opposants condamnés en appel à de lourdes peines allant jusqu'à 45 ans de prison en Tunisie. Les ONG dénoncent un procès politique alors que le pouvoir lui rejette les critiques et dénonce une ingérence flagrante de l'Europe. Un roman sensible, intime et politique signé par un confrère de France 24, Philomé Robert, nous plonge dans une histoire méconnue mais réelle, celle des Haïtiens partis servir l'Afrique au lendemain des indépendances. À travers un couple entre le Bénin et Haïti, c'est toute une histoire de solidarité et d'identité qui ressurgit. Port-au-Prince, Cotonou, un écho sans retour, c'est le nouveau roman de Philomé Robert aux éditions Caraïbes Éditions. On ouvre ce journal en allant en Guinée-Bissau où 2 jours après le coup d'État, les militaires au pouvoir ont nommé un nouveau Premier ministre. Il s'appelle Ilio Verate. Il a 42 ans, c'est l'ancien ministre des Finances. À Dakar, Sissoko Embalo lui est arrivé jeudi pendant que son rival l'accuse d'avoir orchestré le putsch. À Bissau, la vie, quant à elle, reprend lentement son cours ce vendredi alors que les militaires au pouvoir ont levé les mesures de restriction prises au moment du putsch. Le reportage de nos correspondants régionales, Sarah Sako et Aminatou Diallo. Le grand marché de Bandim, le cœur de Bissau, la capitale. L'endroit, complètement désert ces 2 derniers jours, reprend peu à peu vie ce vendredi. Khadija y vend des vêtements de seconde main. Mercredi, elle était devant sa boutique quand les tirs ont retenti à la mi-journée. J'étais là comme d'habitude, cherchant à gagner le peu que je pouvais. Subitement, j'ai entendu des tirs. C'était le sauve-qui-peut ici sur la grande route. C'était plein de monde. Je ne sais même pas comment nous avons réussi à ranger nos affaires. Je me sens démunie. J'ai dépensé tout ce que j'avais. Cette situation est triste pour notre pays. Rien n'est encore revenu à la normale. C'est encore très calme. Les gens restent encore chez eux parce que nous ne savons pas exactement ce qui se passe. Les commerces sont également rouverts, comme ce petit restaurant de rue du quartier QG. Binta, la propriétaire, ne se remet toujours pas des événements qui ont frappé son pays et qui lui ont coûté très cher. J'ai vécu tout ça avec beaucoup de difficultés. J'avais fait toutes mes courses pour pouvoir cuisiner au restaurant. Tout ce que j'avais préparé est parti à la poubelle. C'est seulement hier que j'ai pu passer récupérer certains de mes produits. C'est une grande perte. Cela n'aurait jamais dû se produire. Mon souhait est que tout revienne à la normale, comme avant, et que le résultat des élections pour lesquelles nous avons tous voté en masse soit proclamé, que le vainqueur soit désigné et que le pays avance. La circulation a repris timidement, mais les taxis blancs et bleus de Bissau peinent à trouver clients. Cette situation est terrible pour nous les conducteurs. C'est tout simplement épuisant. Avant, je sortais à 6 heures du matin et à pareille heure, j'avais déjà gagné mes 10 000 francs. Mais aujourd'hui, à la même heure, je n'ai même pas gagné 5 000 francs. Nous ne faisons que prier Dieu pour que les choses se calment et que cette situation prenne fin. Les programmes des médias sur les antennes privées restent en revanche suspendus. Les Bissau-Guinéens suivent les derniers événements sur les réseaux sociaux. On passe à la Tunisie où une quarantaine d'opposants ont été condamnés en appel à de lourdes peines allant jusqu'à 45 ans de prison. Human Rights Watch et Amnesty dénoncent un procès politique sans justice ni preuve, qualifié de mascarade par la défense. Jawar Ben Barek, lui en grève de la faim, déclare « Notre seule préoccupation, c'est notre pays et son destin ». La présidence tunisienne rejette toute critique dénonçant une ingérence flagrante de l'Europe. On retrouve les explications de notre correspondante Lilia Blaise. Alors oui, même si la peine la plus lourde de 66 ans de prison à l'encontre de l'homme d'affaires Kamel El Tayef a été réduite à 45 ans, on reste sur des sentences sévères et injustes, selon les mots de l'ONG Amnesty International, qui a dénoncé dans un communiqué ce jugement. Certains condamnés ont même vu leur peine prolongée, comme les opposants Jawar Ben Mbarek, Cheima Issa, Issam Chebi, Rida Belhaj, Razi Chawachi.
toutes des personnalités politiques qui ont écopé de 20 ans de prison au lieu des 18 ans dont ils avaient écopé en première instance. D'autres à l'étranger ou en fuite et jugés par contumace ont aussi vu leur peine être prolongée. Certains ont également écopé d'amendes allant de 15 000 à 30 000 euros ou ont vu leurs avoirs être gelés. Et puis 3 prévenus ont été acquittés. Il faut rappeler que la majorité des condamnés sont des figures politiques de l'opposition qui ont été accusées de comploter contre l'État et d'adhésion à un groupe terroriste. Les ONG de défense des droits humains ont dénoncé à plusieurs reprises un procès non équitable avec un dossier vide et la plupart des plaidoiries n'ont pas pu vraiment avoir lieu puisqu'une grande partie des accusés n'ont pas voulu comparaître à distance, en visioconférence, comme l'exigeait la justice. Le bras de fer entre Pretoria et Washington continue depuis l'absence des États-Unis au sommet de Johannesburg. La Maison-Blanche a annoncé vendredi que l'Afrique du Sud ne sera pas invitée au prochain G20 à Miami et que tous les paiements à destination du pays de Nelson Mandela seraient suspendus avec effet immédiat. Des déclarations publiées sur la plateforme Truth Social, la plateforme Donald Trump, qui crée une panique dans le pays. Les explications de notre correspondante Caroline Dumais. Il est regrettable qu'en dépit des efforts du président Ramaphosa et de son administration pour rétablir les relations diplomatiques avec les États-Unis, le président Trump continue à nous punir. C'est en ces termes que la présidence a réagi à la nouvelle. Pretoria ne sera pas invitée au G20 l'année prochaine à Miami. Une décision prise après le conflit sur la passation des pouvoirs. Dimanche dernier, l'Afrique du Sud a refusé de faire une cérémonie officielle car il n'y avait au sommet de Johannesburg qu'un chargé d'affaires. Pour des raisons protocolaires, la passation des pouvoirs s'est faite avec des membres du ministère des Affaires étrangères quelques jours plus tard. C'est une méthode qui a irrité profondément Washington, qui en a aussi profité pour couper, je cite, tous les paiements et subventions à l'Afrique du Sud. Alors de quoi s'agit-il ? On sait que déjà beaucoup d'aide a été supprimée l'an dernier, mais il reste notamment le fonds PEPFAR, qui est un plan d'urgence à la lutte contre le sida, plus de 115 millions de dollars qui étaient maintenus jusqu'en mars. Alors, malgré toutes ces difficultés, le gouvernement Ramaphosa est toujours soutenu à l'intérieur du pays. Le premier parti d'opposition, l'Alliance démocratique, a lui aussi qualifié la décision américaine de, je cite, regrettable. Un autre soutien de taille, c'est l'Allemagne, dont le chancelier a déclaré qu'il tenterait de faire changer d'avis le président américain. Allez, on passe au reste de l'actualité africaine, en bref et en images. 6 volontaires pour la défense de la patrie ont été condamnés pour meurtre et mutilation de cadavres au Burkina Faso. Les faits, révélés par une vidéo virale en 2024, se sont déroulés dans l'ouest du pays, près de la frontière malienne. Les peines vont de 2 à 11 ans de prison après une audience foraine au camp de Dégoudou. Le parquet militaire appelle désormais au respect strict des règles d'engagement. Au Mali, l'armée et ses alliés russes poursuivent leurs opérations contre le blocus imposé par les djihadistes du JNIM. Si l'approvisionnement s'améliore à Bamako, au moins 13 civils ont été tués mardi dans la région de Tombouctou. Des témoignages évoquent des exécutions, des corps calcinés et des campements incendiés. L'armée malienne sollicitée reste silencieuse face à ces accusations d'exaction. Le Kenya lance un vaste projet d'autoroute de 1,5 milliard de dollars financé en majorité par la Chine. Le président William Ruto parle d'une nouvelle ère pour les infrastructures. Après sa visite à Pékin en avril, 2 entreprises publiques chinoises construiront près de 230 km de route d'ici fin 2027. Ce retour en force de Pékin en Afrique de l'Est suscite des critiques, notamment côté américain. Et notre invité de ce vendredi soir est une voix bien connue des téléspectateurs de France 24, mais c'est en tant qu'écrivain qu'il est venu nous rejoindre. Philomé Robert signe son 2e roman, mais son 3e livre, qui mêle la grande histoire et le récit intime. Port-au-Prince, Cotonou, un écho sans retour chez Caraïbes Éditions suit le parcours de 2 jeunes Haïtiens partis au Bénin dans les années 60, appelés à servir les jeunes États africains. Un texte qui interroge les liens profonds entre Haïti et le continent africain, entre mémoire, diaspora et utopie en exil. Philomé Robert nous a raconté d'abord son propre lien à l'Afrique en tant qu'Haïtien, journaliste et romancier. On l'écoute. C'est un rapport complexe.
un rapport pluriel, un rapport singulier, mais un beau rapport, un rapport charnel. J'ai découvert le continent il y a 10 ans maintenant, par le Sénégal, un pays que tu connais bien. Et depuis, ça n'a pas arrêté parce que je n'ai pas cessé de me balader un peu partout en allant à la rencontre de ceux et celles qui nous ressemblent finalement et avec qui on peut faire communauté parfois, même si les différences sont énormes. Mais à chaque fois, je découvre, quel que soit le pays, que ce soit en Afrique de l'Ouest, ou en Afrique centrale, ou en Afrique de l'Est, ou en Afrique australe, je découvre un endroit qui me charme énormément et qui m'inspire aussi. Voilà pourquoi ça m'a permis de sortir ce deuxième roman après Vagabondage éphémère, où il était déjà question d'Afrique. Alors, parlons du livre à présent. Ce roman ravive la mémoire des Haïtiens venus participer à la construction des jeunes États indépendants africains. Pourquoi ce pan de l'histoire reste si peu connu? Je ne sais pas. En tous les cas, j'ai voulu, moi, aller dans le sillage de témoignages que j'ai pu entendre directement de la part de compatriotes qui vivent en France et qui ont vécu cette aventure. D'ailleurs, le livre, je le dédie à 2 personnalités de la communauté haïtienne qui sont parties au Zaïre dans les années 60, comme on disait à l'époque, pour travailler en tant que... Devenue République démocratique du Congo. Exactement, en tant qu'ATG. Et le docteur Daniel Talleyrand et le docteur Fritz Pierre. Le docteur Daniel Talleyrand a été doyen de la faculté de médecine de Lubumbashi. Le docteur Pierre a été un grand professionnel en tant que vétérinaire. Et puis, il y a tous ces professionnels qui étaient médecins, donc, qui étaient ingénieurs agronomes, qui étaient cadres administratifs et qui ont formé effectivement ces premières générations post-indépendance. Aujourd'hui encore, j'ai des amis qui me disent qu'ils ont eu dans leur jeunesse à Brazzaville ou à Kinshasa des professeurs haïtiens. J'ai rencontré Mohamed Bougarsar il n'y a pas longtemps au Bénin, enfin c'était il y a quelques jours au Salon du Livre, qui m'a raconté que l'un des plus grands présentateurs de télévision au Sénégal était haïtien. Et donc, l'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle du Bénin, Madame Mouensou, était haïtienne. Aujourd'hui encore, il y a quelques petites diasporas haïtiennes un peu partout. En Côte d'Ivoire, au Bénin, au Sénégal. Bref, c'est une histoire qui se sait, mais qui n'a pas beaucoup été racontée. Voilà pourquoi j'ai décidé de le faire sous le prisme du roman. Très beau roman de Philomé Robert à lire et à retrouver au Caraïbes Éditions. Voilà, c'est ainsi que nous refermons notre édition de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier ce soir de Port-au-Prince à Cotonou en passant par Paris et Dakar. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci. Dans la capitale du Kurdistan turc, les blessures sont toujours à vif. Ce matin-là, j'avais amené mon mari ici en voiture. Je ne sais pas pourquoi, quand il est parti, j'ai descendu ma vitre et je l'ai regardé partir de dos. C'est la dernière fois que je l'ai vu vivant. Depuis plus de 20 ans, la politique du président alterne entre conciliation et répression. Parce qu'il y a un déni systémique, de nombreux crimes ont été soit rendus légitimes, soit maquillés grâce à la loi. 2015 était une immense opportunité qui n'a pas été saisie. 10 ans plus tard, la branche armée du mouvement, le PKK, a renoncé à la lutte armée. On se retrouve dans le même cas de figure aujourd'hui. Nous sommes des millions à vouloir une solution pacifique. Diyarbakır devra-t-il encore lutter pour préserver son identité? Billet retour à Diyarbakır, à voir sur France 24.